Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment acheter une montre sur Internet. Et j'aimerais commencer par faire tomber un mythe. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent ou affirment, marques horlogères comprises, oui, les montres s'achètent en ligne. Et dans toutes les gammes de prix. D'ailleurs, beaucoup de marques font de l'e-commerce sans même le savoir. Je me rappelle par exemple, j'étais sur liste d'attente pour une montre, j'ai attendu plusieurs mois, 6 mois je pense, et j'ai reçu un email de la part du conseiller de vente pour m'informer que la montre était disponible. Et dans cet email, en pièce jointe, il y avait les informations nécessaires pour faire un virement. Et le virement, je l'ai fait en ligne lui aussi. Donc, que ça soit la communication avec le conseiller de vente ou le paiement, tout ça a été effectué en ligne. Ensuite, je suis allé récupérer la montre en magasin, mais on aurait pu tout à fait imaginer que je reçoive la montre par la poste. J'ai un ami qui est venu me voir, par exemple, il y a quelques semaines, et il cherchait à s'offrir une première belle montre. Et comme lui n'avait pas vraiment envie de se rendre en boutique et d'essayer des montres, on en a discuté ensemble et puis on s'est arrêté, on a fait un choix, c'était la Nomos Orion qu'il a reçue il y a quelques jours et qu'il a acheté intégralement en ligne sans même l'avoir essayé. Un autre exemple, ça va être les montres aux enchères. On voit personne dans une salle de vente lors des enchères s'arrêter pour demander si on peut essayer la montre au poignet. Non, les acheteurs connaissent la montre qu'ils recherchent. Ils ont éventuellement avant demandé des rapports sur l'état de la montre, mais l'acte d'achat peut en tout cas se faire en ligne ou au téléphone, en tout cas à distance. Un autre exemple, ça pourrait être la nouvelle GMT de Rolex annoncée à Bâle là en 2018. Le nombre de personnes qui auraient souhaité, si c'était possible, l'acheter en ligne après avoir vu seulement la montre sur un post Instagram par exemple est complètement ahurissant. Là aussi, quand une montre est très demandée, très désirée, il n'y a même pas besoin de la toucher pour avoir envie de l'acheter. Et là, l'e-commerce aurait parfaitement fonctionné. Un autre exemple différent aussi, ce serait dans le cas par exemple de la pendule Atmos de chez Jaeger-LeCoultre. Là évidemment, comme il s'agit d'une pendule, ça va moins être pertinent de l'essayer. Une simple photo en ligne pourrait réussir à convaincre quelqu'un de l'acheter. Et puis après, s'il faut encore s'en convaincre, il y a le succès complètement ahurissant de sites comme Chrono24 par exemple, qui vendent des centaines, si ce n'est des milliers de montres par jour en ligne. Alors acheter en ligne, ça permet également de faire de bonnes affaires. De la même manière, c'est quand même plus avantageux de revendre sa montre en ligne à un particulier que dans une boutique. Maintenant, pour acheter en ligne, il y a, je dirais, 2 règles très importantes. Bien choisir le vendeur et forcément bien choisir la montre. Alors, on va voir en détail un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Donc, choisir le vendeur. Il y a plusieurs options. La première, la plus simple, ça serait donc d'aller sur le site de la marque de la montre qu'on convoite. Évidemment, si on va sur le site de la marque, il n'y a pas de risque. La marque est connue, elle a pignon sur rue. Le site aussi, ils ont des process qui sont bien rodés. Il y a pas vraiment de risque dessus. Il y en a même aucun. Ensuite, il y a une possibilité, ça va être d'acheter une montre sur le site d'un revendeur multimarque. Alors là, c'est une option que je trouve personnellement moins intéressante parce que il n'y a pas la relation qu'on peut avoir avec la marque puisqu'il s'agit d'un revendeur multimarque. Et un des avantages, je dirais, d'acheter une montre chez un revendeur multimarque, c'est en boutique en tout cas, c'est généralement il y a possibilité de négocier mieux le prix d'une montre, et ce qui est tout de suite plus délicat en ligne. Mais voilà, c'est une option qui existe, et là aussi, si c'est un revendeur multimarque très connu, il y a aucun risque à avoir. Il y a ensuite, alors je parlais de faire de bonnes affaires, il y a les sites de revendeurs au marché gris. Alors il y a des revendeurs qui sont très connus aussi, il y a aucun souci avec eux, et on peut facilement acheter en ligne. D'ailleurs, c'est quasiment exclusivement comme ça que leur business fonctionne. Ils ont rarement des pignons sur rue, c'est souvent des business qui sont entièrement en ligne. Et donc là aussi, forcément, l'e-commerce fonctionne et fonctionne bien.
Une autre possibilité, ça va être d'aller sur le site de marchands reconnus. Je pense par exemple au site 10 past 10 de Eric Yu, qui est un spécialiste mondial de la Rolex vintage. Là aussi, la réputation du vendeur est telle qu'il y a aucun risque à avoir. Et dans ce cas particulier, comme avec d'autres marchands très connus, ils ne peuvent pas se permettre de mettre leur réputation en jeu sur un produit qui serait mauvais. Donc en fait, ils vont faire tout le travail de recherche de produits, d'authenticité, de qualité du produit pour l'acheteur. Et finalement, aller chez eux, on pourrait dire, on y va les yeux fermés. Parce qu'ils connaissent tellement bien les modèles en question, leur business repose intégralement là-dessus, ils peuvent pas se planter. Donc là aussi, c'est une bonne manière que de s'enlever tout doute. Après, il y a d'autres endroits où on peut acheter des montres en ligne. Il va y avoir tout ce qui est les forums. Alors pour les francophones, le plus connu est forcément Forum à montre, mais il y a aussi Chronomania. Là aussi, si on connaît un petit peu les participants sur les forums, et qu'ils ont une certaine réputation, qu'ils ont déjà fait plusieurs ventes sur le forum, là aussi on peut faire des ventes en toute confiance. De la même manière, il y a quelques années, ça a commencé à se populariser tout ce qui est groupe Facebook sur les montres. Alors ça fonctionne un petit peu comme les forums, et là aussi on peut faire de bonnes affaires quand il s'agit d'acheter une montre sur Internet. Et enfin, il y a tous les sites type eBay, etc. Alors là, c'est tout de suite beaucoup plus le bazar, mais c'est là aussi où on a forcément le plus de chances de faire des bonnes affaires. Chaque année, il y a toujours une histoire d'une personne qui va trouver une montre à quelques dollars et qui se retrouve être une montre qui en vaut 10 000 fois plus, où il y a des histoires complètement folles comme ça qui circulent sur Internet, qui sont avérées. Et voilà, eBay permet ce genre de choses. Je me rappelle par exemple, il y avait une fois, je sais plus il y a combien de temps, je dirais il y a bien au moins 3-4 ans, c'était une personne qui avait posté en ligne sur eBay une Submariner, c'était la sienne, et il me semble que c'était un plongeur, quelque chose comme ça, et il avait posté une photo de lui en train de porter la montre avec Christopher Reeves à l'époque. Voilà, c'était juste pour accompagner la montre et l'annonce en ligne. Et en fait, des gens qui ont vu l'annonce ont réalisé que la montre était avait une valeur folle. Je crois qu'il la vendait pour quelques dollars, quelques centaines de dollars grand maximum. Il se rappelait lui-même qu'il l'avait acheté il y a plusieurs décennies de ça pour le prix de l'époque qui était faible en comparaison. Et donc voilà, il la vendait pour pas beaucoup plus cher, et il l'avait retrouvé dans un tiroir. Et en fait, beaucoup de personnes sur Internet lui ont dit, mais attention, ta montre elle vaut énormément d'argent, tu devrais pas la vendre aussi peu cher, etc. Et en fait, il y a eu tout un buzz qui s'est créé autour de cette montre, autour de la photo, et finalement la montre a été vendue à une somme folle. Mais tout ça pour dire, voilà, des montres très 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 intéressantes peuvent être listées sur eBay à un prix tout à fait dérisoire. Alors ensuite, quand on choisit un site internet, un revendeur, etc., il faut quand même se renseigner en amont sur les frais de douane qui peuvent être très importants. Et il faut également considérer le cas de figure où on serait amené à retourner la montre pour une raison X ou Y au vendeur qui habiterait lui-même à l'étranger. Là aussi, en termes de douane, c'est des cas un petit peu particuliers. Alors je peux pas rentrer dans les détails de toutes les douanes, tous les pays, mais voilà, c'est des choses qu'il faut considérer avant l'achat. Et ensuite, il s'agit de choisir la montre. Donc si on a bien choisi le vendeur pour une montre neuve, et donc souvent avec boîte et papier, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir, donc je vais plutôt vous donner des conseils dans le cas d'un achat de montre vintage, et certains de ces conseils peuvent également vous être utiles pour un achat de montre neuve. Alors, la première chose à considérer, c'est de se renseigner, de savoir si la montre a sa boîte et ses papiers. Alors, ça aide toujours en termes d'authenticité, et ça permet de dater la montre, d'avoir pas mal de renseignements. Et également, en termes de valeur, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant quand on a une montre comme ça avec boîte et papier, ce qu'on appelle un full set. Ensuite, on va demander le numéro de série de la montre et aussi le numéro de série du mouvement. Et avec ces deux informations-là, il faut pas hésiter à aller contacter les manufactures, lorsqu'elles existent encore, avec ces numéros pour s'assurer de l'authenticité et ou que la montre n'ait pas été déclarée comme étant volée.
Donc la plupart des maisons sérieuses ont un service patrimoine, héritage, et ils ont la possibilité de regarder dans leur registre et de voir un petit peu ce qu'il en est pour la montre, en tout cas de vous renseigner là-dessus. Une autre chose que j'aime bien faire, c'est de taper le numéro de série de la montre sur internet, et ça permet de voir si celle-ci n'est pas déjà passée sur le marché de l'occasion. Alors des fois ça peut être par exemple sur des sites de vente aux enchères, si c'est des maisons sérieuses, elles vont répertorier, enfin lister avec l'annonce le numéro de série par exemple. Donc ça permet un petit peu de voir ce qu'il en était de la montre, ou alors ça permet aussi de retrouver la montre avec une esthétique qui serait différente, avec une montre ancienne qui aurait éventuellement servi de cobaye pour sauver une autre montre, ou tout simplement pour être customisée, donc là aussi à méfiance. Et puis une autre chose que j'aime bien faire aussi, c'est de faire un clic droit sur la photo de l'annonce en ligne par exemple, et de faire rechercher une image avec Google. Là aussi pour la même raison, ça permet de voir si la même image ressort sur un autre site. Alors par exemple, si on se rend compte que une même montre est listée sur plusieurs sites mais de vendeurs qui sont apparemment différents, la méfiance. Un autre conseil que je pourrais donner, ça va être de rechercher des publicités d'origine du modèle convoité. Ça permet de pouvoir comparer les aiguilles, la couronne, les angles, et ça permet de voir si, en regardant les angles par exemple, s'il y a eu un polissage excessif qui a été effectué et que les angles ont été atténués. Ensuite, il faut poser une attention toute particulière au cadran, tout ce qui est taches, cloques, généralement ça va être synonyme d'humidité et donc potentiellement de rouille dans le mouvement. Donc là aussi on va avoir tendance à éviter. Et alors pour l'anecdote, alors je sais pas vraiment à quoi ça peut servir, mais juste pour information, ce qui a tendance à mal vieillir en fait c'est une sorte de vernis qui s'appelle le Zapon. Voilà. Et puis un autre conseil, ça va être tout ce qui est cadran de montres anciennes qui sont d'apparence vraiment neuve. Ça doit attirer l'attention. On sait que les repeints de cadrans sont assez fréquentes. Ça atténue énormément la valeur de la montre. Donc là aussi, il faut faire attention à ça. Alors un moyen facile de repérer des cadrans repeints, au-delà de son aspect très neuf qui pourrait choquer sur une montre par exemple des années 40, 50 qui aurait donc 60, 70 ans d'ancienneté, ça va être par exemple l'absence d'accent sur le deuxième E de Genève. Ça généralement c'est un signe de repeinte d'un cadran. De la même manière, un imprimé qui va être parfois un peu gras, ça sera synonyme du même risque. Ensuite, un autre conseil, ça serait de privilégier les montres qui sont dans un métal non plaqué. C'est-à-dire pas de boîtier rodier, pas de plaqué or, parce que ça a moins de valeur. Les boîtiers en laiton rodier, ils ont tendance à se corroder puis à perdre leur couleur blanche au profit de celle du laiton qui se trouve en dessous. Et alors, hormis si c'est des montres de l'armée, qui ont elles parfois été rodiées pour des raisons d'économie de coûts à l'époque. Et alors dans ce cas-là, effectivement, là c'est une montre plaquée rodiée, ça passe. Je recommanderais plutôt d'éviter ce type de montre. Et alors un moyen de remarquer qu'une montre est plaquée or, par exemple, ça va être de regarder le fond de la montre. Si la montre est de couleur or jaune, mais que le fond lui-même est de couleur argentée, il y a 99% de chances que cette montre soit en plaqué. Ensuite, concernant les index, il faut vérifier l'uniformité des 12 index et leur correspondance en termes de patine avec les aiguilles. Par exemple, on peut des fois malheureusement trouver des index luminescents avec des aiguilles qui, elles, ne le sont pas. Donc ça devrait attirer votre attention sur l'authenticité de soit des aiguilles, soit des index et de la montre en général. La colle des index, elle a parfois tendance à mal vieillir et à un petit peu s'épancher autour de l'index qui laisse une sorte de trace d'auréole. Alors ça peut éventuellement dire qu'il y a eu humidité. Alors, là aussi, malheureusement, ça sera pas nettoyable. Donc seulement la repeinte, ça permettra d'enlever les marques. Et voilà, c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter. Alors, autre chose qu'on va chercher à regarder aussi, ça va être, là aussi en demandant des photos,
ça va être de regarder un petit peu l'état du boîtier. Est-ce qu'il y a des grosses marques ou rayures sur le fond de la boîte? Est-ce que quelqu'un aurait tenté d'ouvrir la montre maladroitement ou avec le mauvais outil? Généralement, si on voit ce type d'impact sur le boîtier, là aussi méfiance, car si la montre elle a été ouverte dans ces conditions avec aussi peu de soin, on peut quand même avoir peur de l'état du mouvement, avec des dégâts qui auraient parfois été irréversibles pour une montre ancienne. Un autre conseil, ça va être de pas hésiter, même si la requête peut sembler un petit peu pénible pour le vendeur, de demander des photos ou une vidéo où apparaissent tous les chiffres ou tous les jours des disques dans le cas d'une montre qui a un disque quantième. Parce que parfois les disques ont pu frotter contre un composant qui a enlevé un petit peu l'encre, la peinture qui indique la date, le jour, et il faut contrôler individuellement l'ensemble des jours pour s'assurer que le disque est en bon état. Une autre astuce que j'aime bien, ça va être de demander une photo de la montre à une heure précise, notamment dans le cas d'un vendeur particulier. Je vais lui demander s'il peut me donner une photo ou deux de la montre, une mettons à 11h52, une autre à 13h24. Ça permet de s'assurer que la montre est vraiment en possession du vendeur. Une autre astuce en demandant les photos avec les heures, ça va être de demander une photo où les aiguilles des heures et des minutes sont superposées à une heure type midi. Alors ça va permettre de déceler si les aiguilles sont correctement enchâssées sur leur axe et qu'elles n'ont pas été remontées à la va-vite par un horloger peu scrupuleux. Un autre conseil, ça va être concernant les matières comme le tritium ou le radium. Car ces matières, comme elles sont radioactives, elles passeront pas certaines douanes, comme les États-Unis par exemple. Donc si la mention en est faite sur la facture ou si le colis est ouvert, la montre risque de rester bloquée. Alors les signatures en bas de cadran où on voit un T, Swiss, T comme ça indique généralement, tout le temps que la montre comprend du tritium. Et donc là, il faut demander au vendeur, si on veut quand même prendre le risque, dans le cas d'un vendeur qui serait aux US par exemple, ça serait de lui demander de ne surtout pas mentionner tritium ou ce type de cadran-là sur la facture. Ensuite, un autre conseil à avoir, ça serait de prévoir le coût de la révision en fonction de l'état de la montre. Souvent, ça coûte assez cher. Il est pas rare de voir des montres de belles marques où la révision va coûter plus cher que l'achat de la montre elle-même. Mais en revanche, si on connaît un horloger, si l'état de la révision à faire n'est pas trop important, là au contraire, ça peut être une manière de faire une très très bonne affaire. Souvent, par exemple, il y a des montres aux enchères qui arrivent. La montre est pas dans un état de fonctionnement. C'est des très belles montres, mais qui sont à quelques centaines d'euros, une montre qui en vaut plusieurs milliers. Même si on a à faire une grosse révision à 1000, 1500, 2000 euros, finalement ça compense largement le prix de la montre. Et pour 2000, 2500 euros, on a une montre entièrement révisée qui, en état de fonctionnement normal, aurait pu coûter, mettons, 3000 euros. Ensuite, une autre astuce, ça va être de demander les dimensions exactes de la pièce, diamètre, épaisseur, parce que bien entendu, les montres vintage sont souvent plus petites, mais surtout, à l'époque, il y avait des modèles qui existaient dans une version homme et dans une version femme, et une photo ne permet pas toujours de s'en rendre compte, de distinguer l'un ou l'autre, et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à demander les dimensions exactes. Et enfin, un dernier conseil que j'aurais, ça serait de demander de l'aide sur les forums que je mentionnais avant, sur des groupes Facebook aussi. L'avantage, c'est qu'on a, plein d'experts qui peuvent nous éclairer, donner un avis sur l'authenticité d'une montre, sur un prix par exemple. Et ça serait trop dommage que de laisser passer cette opportunité si jamais on a un doute. Donc voilà, le plus important, c'est de lever toutes ces ambiguïtés sur la montre. Et si on veut s'éviter beaucoup de nœuds au cerveau, le plus simple reste quand même de trouver un vendeur en qui on a confiance. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast,
Spotify ou autre plateforme et laissez un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, c'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.